Bonjour et bienvenue sur Literacia. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment générer du contenu visuel comme des infographies ou des images à l'aide d'outils d'IA. Ces outils peuvent grandement faciliter la création de visuels pédagogiques, que ce soit pour illustrer un concept, capter l'attention des élèves ou personnaliser vos supports de cours. Mais tous les outils d'IA ne fonctionnent pas de la même manière. Certains vous donnent une grande liberté après la génération, tandis que d'autres s'occupent quasiment entièrement du processus de création à partir d'une simple requête. Nous allons explorer deux types d'outils. D'abord, un outil plus interactif qui vous permet d'ajuster et de modifier le visuel après sa génération, puis un outil où l'IA est très autonome et générer l'image à partir de votre description. Le but est de vous montrer les différents outils disponibles et de vous aider à choisir un outil adapté à vos contenus pédagogiques, selon le degré de contrôle que vous souhaitez avoir sur vos créations visuelles. Quand on parle d'autonomie dans les outils d'IA, on fait référence à quel degré de liberté laisse-t-on à l'IA dans le processus de création. On peut soit donner une autonomie élevée. Lorsque l'on donne une grande autonomie à l'IA, par exemple en lui demandant de générer une image, on obtient un contenu très original, parfois surprenant, mais aussi parfois des résultats imprécis ou hors sujet. Ce niveau d'autonomie est utile pour stimuler votre créativité, mais il demande souvent un gros travail de reformulation. En effet, chaque ajustement implique généralement de reformuler une nouvelle requête et de relancer une génération au complet. Cela peut devenir long si vous cherchez un résultat précis. On peut donner aussi une autonomie partielle. D'autres outils proposent un degré d'autonomie plus faible. L'IA génère une première proposition, mais vous pouvez ensuite modifier facilement le résultat, ajuster le visuel, déplacer des éléments ou encore changer les couleurs. Ce fonctionnement est particulièrement intéressant dans un contexte éducatif, car il vous permet de garder la main sur le rendu final et d'itérer plus rapidement sans repartir de zéro à chaque fois. L'IA vous propose une base, mais vous restez dans la boucle du processus de création. Le choix du bon niveau d'autonomie dépend du type de tâche que vous souhaitez réaliser. Tout d'abord, les tâches exploratoires et créatives, comme un remue-ménage ou une recherche d'inspiration. Ici, vous pouvez privilégier une IA très autonome qui génère des idées variées. Lorsque vous souhaitez faire une tâche précise, comme l'ajout d'un schéma explicatif ou l'illustration d'une idée, privilégiez un outil où vous pouvez garder le contrôle et affiner facilement. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons deux exemples concrets d'outils d'IA génératifs. L'un avec une forte autonomie, l'autre avec un système d'édition post-génération. Cela vous permettra de mieux voir les avantages et les limites de chaque approche. Dans cette partie, nous allons découvrir un premier outil d'IA de génération visuelle, Napkin AI. L'objectif est de voir comment transformer un texte explicatif en une infographie claire, sans avoir besoin de compétences en design graphique. Nous allons utiliser comme base notre texte explicatif sur le RLHF ou apprentissage par renforcement à partir de rétroaction humaine. Si ce concept ne vous est pas encore familier, je vous invite à consulter nos deux précédentes vidéos sur Literacia. Une introduction au principe du RLHF et une démonstration de la génération de contenu de cours par niveau. Vous trouverez les liens en description. Alors une fois dans l'interface de Napkin AI, on va venir copier-coller notre texte. Donc ici, le texte qu'on va copier-coller, c'est une explication du mécanisme de RLHF. Ce qui rend cet outil particulièrement intéressant, c'est sa capacité à analyser automatiquement l'intention pédagogique de chaque paragraphe. À partir de là, il génère une infographie qui reflète le contenu présenté. Par exemple, ici, on se retrouve avec un paragraphe avec plusieurs étapes et on va lui demander, en cliquant sur le petit icône avec l'éclair, de générer une infographie. On peut voir que l'infographie générée est de type cycle, donc cycle par étape. Il nous donne donc le cycle d'entraînement du modèle par RLHF. Sur un deuxième paragraphe ici, on peut avoir une liste à puces qui présente les avantages et les inconvénients de l'utilisation de modèles tels que RLHF. On peut voir que cette fois-ci, lorsqu'on clique sur le petit éclair, il nous donne un tableau comparatif en présentant les avantages et les inconvénients de l'utilisation de cette méthode. L'un des points forts, encore une fois, de Napkin AI, c'est que les infographies générées ne sont pas figées. Vous pouvez facilement adapter le style visuel général pour l'harmoniser avec vos supports pédagogiques. Vous pouvez aussi changer les icônes avec plusieurs options qui vous ont présentées en cliquant sur l'icône et sur le petit éclair. Vous pouvez également ajouter des étapes au processus. Donc si ici on avait un processus en 4 étapes et vous voulez en ajouter une 5e,
C'est assez simple pour vous de le faire. Et enfin, finalement, vous pouvez modifier les titres et les descriptions de chaque étape du processus. Ce qui vous donne quand même une bonne flexibilité une fois le contenu généré pour venir le personnaliser. Cette approche vous permet de partir d'une proposition générée automatiquement, puis de l'ajuster librement selon vos besoins de classe. Napkin AI ne génère pas d'images artistiques comme le feraient des outils de génération d'images. Son rôle est plus ciblé, transformer un contenu structuré en une représentation graphique claire et modifiable. Il s'agit donc d'un outil à autonomie partielle. L'IA propose une première version à partir du texte, mais vous conservez entièrement la main sur l'édition du visuel. Napkin AI est particulièrement bien adapté à un usage en enseignement, car il vous aide à visualiser un contenu textuel complexe et il vous permet de personnaliser rapidement chaque infographie selon le niveau de vos élèves ou de vos objectifs pédagogiques. Dans la prochaine section, nous verrons un autre type d'outil, cette fois-ci avec un niveau d'autonomie plus élevé, capable de générer une image complète à partir d'une simple description. Avant de découvrir comment utiliser les outils d'IA pour générer des images à partir de textes ou d'images existantes, il est important de comprendre le principe technique qui se cache derrière cette génération, le principe de diffusion. En quoi consiste ce principe? C'est une méthode qui repose sur un processus de débruitage progressif d'une image. L'IA part d'un amas de bruit visuel, c'est-à-dire d'une image complètement aléatoire comme du grain. À partir de cette base floue, elle va progressivement transformer ce bruit en une image cohérente, étape par étape. Pour orienter cette génération, le contexte est injecté dès le départ dans ce bruit. Ce contexte peut être un texte, comme une description écrite, ou une image de référence qui servira à guider le style, les couleurs ou la composition. Ce que le modèle vient faire, c'est donc débruiter pour faire émerger l'image la plus plausible et la plus fidèle au contexte fourni. Lorsque vous saisissez une requête textuelle comme un astronaute dans un champ de fleurs, chaque mot est encodé numériquement et injecté dans le processus de génération. De même, lorsque vous fournissez une image de départ, par exemple un personnage ou un paysage, celle-ci sera également intégrée dans le bruit de départ pour ensuite être utilisée comme guide pour débruiter progressivement l'image. Si vous souhaitez approfondir ce principe de diffusion, nous avons mis en description un lien vers un billet de blog de vulgarisation rédigé par un membre de la communauté Literacia. Ce billet vous donnera un aperçu plus complet du fonctionnement de ces modèles. Dans les segments suivants, nous verrons comment utiliser concrètement les modèles de génération d'images dans des différents cas d'usage. Dans cette section, nous allons voir comment utiliser un modèle de génération d'images pour créer des illustrations historiques. Ici, nous allons partir d'un personnage historique connu, Jacques Cartier, et le placer dans différents contextes visuels en s'appuyant sur l'IA pour générer du contenu visuel. Alors nous voilà sur un outil de génération d'images et on va venir essayer de, justement à partir de cette image de Jacques Cartier, générer plusieurs contenus visuels. Donc pour commencer, on va venir téléverser l'image de Jacques Cartier sur l'outil et faire la requête suivante. Donc prends cette image de Jacques Cartier et génère une nouvelle image de ce personnage arrivant au Québec en 1935. Donc on peut voir que l'image générée, elle est assez fidèle au décor. On a quand même des éléments qui ont été ajoutés. Donc dans la première image, il était seulement sur un bateau. Dans la deuxième image, on peut voir qu'il est sur les berges du Québec avec différentes personnes dans le fond d'écran. On obtient quand même un contenu plus fidèle à ce qu'on souhaite avoir lorsque l'on inclut dans le contexte une image de Jacques Cartier. Par exemple, ici, j'ai demandé aussi à l'IA de générer une image de Jacques Cartier arrivant au Québec sans proposer cette image en contexte. Et il nous a généré un visuel assez étonnant avec 2-3 personnes en arrière qui n'ont rien à voir avec le contexte. Donc on peut voir que l'image est quand même plus fidèle en proposant plus de contexte dans notre requête. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour changer le style graphique du contenu généré. Donc on va prendre l'image de Jacques Cartier ici qu'on a générée et on va lui demander de prendre le style de cartoon adapté à des enfants de primaire. Donc ici on peut voir que l'IA applique une nouvelle couche de traitement pour adapter le style graphique et on voit un résultat de Jacques Cartier en version bande dessinée, tout en conservant la mise en scène de l'image d'origine. On peut aller un peu plus loin en ajoutant du contexte visuel. Par exemple ici on a inséré une photo du château de Frontenac et on peut voir que l'image conserve le style de cartoon
tout en ajoutant en fond d'écran un château de Frontenac. On peut aussi demander à l'IA de modifier l'image selon une palette de couleurs spécifique. Donc là, par exemple, j'ai pris la palette graphique de Jacob, avec du noir, du blanc, du jaune acidulé, du violet, et on va demander à l'IA de recréer l'image à partir de ces couleurs. Et ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va analyser la palette de couleurs, proposer un nouveau contenu, et venir générer le visuel avec une cohérence globale avec la charte graphique. On va passer maintenant à un autre niveau. On va prendre l'image générée, et on va utiliser un modèle comme VO3, donc un modèle de génération de vidéo à partir d'une image. On va voir que, à partir de notre image fixe, ce modèle va être capable de générer une courte séquence animée. Je suis arrivé à Québec, capitale de la Nouvelle-France. À travers ces exemples, nous allons voir que plus on donne de contexte à l'IA, plus les résultats seront pertinents. Ces outils permettent de créer rapidement du contenu visuel, mais ils nécessitent un certain degré de précision dans l'utilisation, car chaque modification majeure passe par une nouvelle génération qui peut être longue. Contrairement à un outil comme Napkin AI qui permet d'éditer facilement les éléments graphiques après génération, les modèles de génération d'images ont plus d'autonomie et de créativité, mais moins d'interactivité en phase de post-production. Dans la suite, nous vous proposerons quelques bonnes pratiques pour encadrer l'usage de ces outils. Il est important de faire une petite aparté sur les enjeux éthiques liés à l'utilisation des modèles de génération d'images en contexte scolaire. Ces outils, malgré leur utilité, soulèvent aussi des questions importantes. Lorsqu'on transforme une image en changeant son style graphique, il est tentant d'emprunter l'esthétique de styles célèbres, par exemple celui du studio Ghibli ou d'un illustrateur reconnu. C'est techniquement faisable, mais pas toujours éthique. De nombreux artistes s'opposent à l'utilisation de leur style dans des générateurs d'images. C'est le cas du studio Ghibli, qui a exprimé publiquement son mécontentement face à l'usage massif et non autorisé de son esthétique par des modèles d'IA. Ainsi, même si vous ne reproduisez pas exactement une œuvre, imiter un style artistique identifiable peut porter atteinte à la propriété intellectuelle. Un autre point. Lorsque l'on fournit une image de contexte à un modèle d'IA, il est essentiel de s'assurer que cette image est libre de droit ou utilisée avec le consentement explicite de son auteur. Il est faux de penser qu'en passant une image dans un outil d'IA, elle devient automatiquement une création originale. Le droit d'auteur ne disparaît pas parce qu'un filtre algorithmique a été appliqué. Voici quelques recommandations simples pour une utilisation éthique des modèles de génération d'images en enseignement. Premièrement, utilisez des images libres de droit provenant de banques fiables. Deuxièmement, citez clairement la requête utilisée, surtout si vous avez imité un style artistique spécifique. Troisièmement, évitez d'intégrer des photos de personnes réelles, sauf si vous disposez des autorisations nécessaires. Et enfin, faites preuve de transparence et dites à vos élèves comment vous utilisez l'IA, pourquoi et quels sont les objectifs pédagogiques. En tant qu'enseignant, vous avez un rôle clé. Montrez l'exemple d'un usage responsable, respectueux des droits et éthique. Cela permettra à vos élèves de développer un esprit critique dans l'usage de ces outils. Merci de nous avoir suivis sur Literacia pour cette nouvelle capsule dédiée à l'usage des modèles d'IA générative en contexte éducatif. Nous espérons que les exemples présentés vous auront donné des idées concrètes pour générer du contenu visuel adapté à vos cours, tout en gardant un regard critique sur les outils utilisés. N'hésitez pas à expérimenter ces pratiques à vos propres contextes pédagogiques. Merci et à très bientôt sur Literacia.